La solidarité au cœur. Mon invité aujourd'hui s'appelle Abderrahim Bihid. Bonjour et bienvenue Abderrahim. Bonjour. Vous êtes coordinateur Muslim Hands France à Paris. Vous appartenez à la nouvelle génération cette nouvelle génération de l'humanitaire. Ça fait 2 ans que vous êtes là. C'est ça. Et l'humanitaire, on dit beaucoup, c'est le terrain, mais c'est d'abord une expertise. Vous avez fait des études. Oui, exactement. D'abord, j'ai un master en études européennes internationales. Et j'ai ensuite voulu me spécialiser vraiment strictement dans l'humanitaire. Et donc, j'ai fait un Master 2 spécialisé dans l'humanitaire et le développement et dans la gestion de projet. Voilà, beaucoup de gens qui veulent s'investir disent « Mais comment on fait pour rejoindre l'humanitaire ?» Bah oui, vous pouvez aussi faire des diplômes. Oui, exactement. À la fac. Il y a de plus en plus de diplômes spécialisés, que ce soit dans les universités, dans des écoles privées. Ça se fait de plus en plus, c'est plus courant. Parce qu'on confond souvent l'humanitaire avec le bénévolat, mais c'est pas vraiment la même chose. Aujourd'hui, c'est vraiment une expertise. Oui, c'est très différent. Le bénévolat, c'est quelque chose qui se fait plus à l'échelle du terrain en France et qui se fait plus dans le cadre par exemple, de maraudes. C'est quand on pense au bénévolat, en général, on pense aux maraudes. Alors que avoir une expertise dans l'humanitaire, c'est plus être vraiment très bon dans la gestion de projets humanitaires, donc avec un travail qui se fait plus dans les bureaux, et ensuite pouvoir aller sur le terrain, et là mettre en place toute cette expertise par le monitoring, le reporting, essayer de faire de l'évaluation de projets. Et là, c'est plus compliqué. Beaucoup de logistique aussi sur le terrain. Vous, si vous deviez définir votre mission de coordinateur? Alors, coordonner 3 personnes au sein du bureau, donc 3 personnes qui travaillent sur des thématiques propres, avec une personne qui travaille sur les projets d'eau, une autre sur les projets d'alimentation, et une autre sur les projets plus de moyens de subsistance, et moi qui gère un peu tout ça, qui chapeaute ces 3 personnes et qui suis spécialisé plus dans les projets d'urgence. Et donc notre travail, c'est d'avoir un peu toutes ces requêtes de nos bureaux de terrain, donc dans différents pays, essayer de les examiner, voir qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on a les fonds pour pouvoir les aider, et ensuite à partir de là commencer à travailler sur différents projets, sur différents thèmes, et quand on a les moyens, quand on a la possibilité, aller sur le terrain pour essayer de voir ce que ça donne. Enfin, le coordinateur, c'est celui qui regarde partir les autres sur le terrain, souvent. Ça a été ça ces derniers mois en tout cas, malheureusement. Bien, on voit beaucoup les ONG en situation d'urgence, vous en avez parlé, mais les ONG sont présentes sur le terrain toute l'année. C'est le cas de Muslim Hands. Est-ce que vous pouvez nous présenter Muslim Hands? Oui, Muslim Hands, c'est une ONG internationale qui a été fondée en 2007 à Paris. Muslim Hands France, je précise, on est présent dans 3 villes. En français, ça veut dire quoi, Muslim Hands? Muslim Hands, ce sont les mains musulmanes, si je traduis littéralement. Ouais. Donc à la base, l'ONG est anglaise. Elle a été fondée en 1993 à Nottingham, et du coup une branche a été créée en 2007 en France. Et donc on est présent dans 3 villes, donc à Paris, à Lyon et à Marseille. Et on a aussi des bureaux de terrain, donc dans différents pays, plus d'une vingtaine. Enfin, en tout cas, on travaille avec plus d'une vingtaine de pays ici à Muslim Hands France. Et on travaille sur différents thèmes comme le parrainage d'orphelins, les projets d'eau, d'alimentation, de moyens de subsistance, les projets d'urgence, l'éducation. Alors, il y a vraiment différents projets, et le but, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que les gens ne soient plus dans la pauvreté, donc essayer de sortir les gens de cette pauvreté et faire en sorte que les gens soient plus autosuffisants. L'eau, c'est la meilleure des aumônes, selon un hadith. Muslim Hands est très présent sur le secteur de l'eau, et vous avez une façon et une approche très diversifiée de l'eau, de la thématique de l'eau. Oui, exactement. À travers nos projets d'eau, on essaie vraiment de cibler les bénéficiaires, surtout dans les pays où l'eau est vraiment un gros problème, que ce soit un problème d'insalubrité ou bien un problème parce que les gens n'ont vraiment pas d'accès à l'eau. Comme c'est le cas par exemple au Mali ou en Somalie. Par exemple, on est dans une situation quasiment de famine, et les gens n'ont vraiment, à cause des chaleurs et du fait du manque de pluie, il n'y a vraiment plus d'accès à l'eau. On essaie donc dans ces différents pays de travailler en creusant soit des puits. Donc il y a différents types de puits qu'on fait chez Muslim Hands. Ça va de la pompe à eau à 220 € au puits communautaire à 3700 €. Donc là, on est vraiment sur des produits, des projets plutôt... C'est-à-dire que c'est vraiment du sur-mesure, c'est pas du... Oui, en fait, c'est-à-dire que ce sont des projets qui peuvent aller... Donc un donateur va aller sur le site internet, il va voir ce projet-là, il va se dire « Ok, j'ai les fonds pour ce projet-là » ou bien avec ma famille, on a envie de cotiser pour faire un puits. Parce que déjà, l'eau, on sait que c'est voilà, comme vous le disiez, c'est une aumône, et c'est vrai que c'est très présent dans notre religion, et en même temps parce qu'on sait que c'est un grand besoin dans la plupart des pays. C'est une aumône pérenne en plus. Oui, exactement, donc, c'est une sadaqa jariya, comme on dit, exactement.
Et en même temps, on a des projets un peu plus spécifiques où là, on va partir sur des forages. Et là, du coup, le but, c'est vraiment d'essayer de cibler des villages entiers et de faire en sorte qu'ils soient autosuffisants en eau, avec un gros forage, avec un château d'eau, des panneaux solaires et des points d'eau dans tout le village, et faire en sorte que là, vraiment, l'eau ne pose plus un problème. Mais plus du tout pour ce village et pour les bénéficiaires en question. Alors c'est vrai que le puits, beaucoup de ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent aujourd'hui aimeraient avoir un puits à leur nom, ou un puits au nom d'un défunt. Et pour eux, ça va jamais assez vite. Alors qu'un puits, là aussi, il faut du temps pour creuser un puits. Ouais, ça prend du temps. Et la façon dont on fonctionne, c'est que on ne creuse pas un puits, dans n'importe quel endroit. En fait, on fait en sorte avec nos bureaux de terrain de voir s'il y a un besoin. Quel est le besoin ? On fait donc nos bureaux de terrain en fait font des évaluations sur le terrain pour voir quels sont les besoins des bénéficiaires, les besoins dans les villages en question. Est-ce qu'il est possible de creuser un puits ? Est-ce que le terrain permet de le faire ? Est-ce que le climat permet de le faire aussi ? Parce que forcément, quand on est dans la saison des pluies, on ne peut pas creuser à ce moment-là. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et à partir du moment où tous les paramètres sont vraiment concordants, là on peut essayer on peut du coup mettre en place un projet. Et donc nous, et c'est aussi pour ça qu'au sein de Muslim Hands, les bénéficiaires, les donateurs ne peuvent pas choisir de pays, parce que notre but c'est de faire en sorte d'envoyer le puits là où il y a le besoin. Donc c'est pour ça qu'on finalement, le plus important, c'est vous partez du besoin en fait. Oui, clairement. Ouais. Le plus important, besoin c'est le bénéficiaire. Donc on part sur le besoin du bénéficiaire, et ensuite, lorsqu'il y a un besoin, lorsque le besoin il est vraiment il est là, il est présent, on peut mettre en place ce projet, et forcément il y a un délai qui va être plus ou moins long selon les pays, selon les circonstances. Comme ça a été le cas par exemple au Pakistan, on a dû avoir du retard, et en Afghanistan aussi, parce qu'il y avait eu une inondation, donc forcément on a pris du retard. Parfois il y a des problématiques qui peuvent être liées à l'envoi de fonds, parfois ça peut être lié, enfin bref, il peut y avoir vraiment beaucoup de paramètres qui font que le délai va être un petit peu plus long, mais on fait en sorte que les rapports soient toujours envoyés. C'est bien d'être patient. Il faut, c'est la religion nous l'indique aussi. Alors vous avez un fonds consacré à l'eau également pour ceux qui veulent donner et qui n'ont pas d'idées précises en fait de ce qu'ils veulent faire. Exactement, et aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément un gros budget, parce que tout à l'heure je donnais les prix à partir de 220 € pour la pompe à eau, à 3500 € pour le puits communautaire. C'est une grosse somme d'argent, et c'est vrai que c'est pas le cas de tout le monde. Donc forcément, si des gens veulent donner mais n'ont pas assez d'argent pour le faire, il y a le fonds eau où ils peuvent contribuer vraiment de façon assez modeste, de alors façon très libre. Comment est utilisé l'argent du fonds alors finalement ? L'argent du fonds permet justement de faire des projets plus gros, donc comme les forages. Avec l'argent qui se trouve dans le fonds eau, on peut faire des projets qui sont plus spécifiques, donc ça va être des forages, et selon le pays, ça va être des projets qui sont de plus ou moins grande envergure. Donc sachant qu'aussi les prix ne sont pas les mêmes selon les bureaux de terrain, comme c'est le cas par exemple au Yémen, où tout récemment on avait une demande de réhabilitation de puits. Le projet était assez coûteux, donc c'est grâce à ces fonds-là qu'on peut aussi faire en sorte de créer ces projets. Et pourquoi ça coûte plus cher au Yémen, par exemple ? Dans le cas du Yémen, par exemple, c'est un pays qui importe beaucoup. Donc, elle a besoin d'importer les produits. Donc, forcément, qui dit import dit les coûts qui sont assez excessifs. Aujourd'hui, Muslim Hands est présent dans combien de pays pour vraiment la question de l'eau ? Vous creusez où ? Pour l'eau, je dirais à peu près une dizaine de pays. En Afrique de l'Ouest, on est très présent donc au Sénégal, au Mali, au Niger. On est aussi très présent aussi en Asie, donc avec le Sri Lanka, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh. Donc on a pas mal de pays où on fait des projets d'eau, où le besoin nous est clairement notifié par le bureau de terrain. Si vous deviez définir la méthode Muslim Hands, comment vous la définissez ? Par rapport à d'autres ONG, c'est quoi votre ADN à vous ? Je dirais que c'est de partir du besoin. C'est d'essayer de partir du besoin, c'est de partir du bénéficiaire. Le but, c'est vraiment de faire en sorte de satisfaire les besoins du bénéficiaire. Et ce qu'on aimerait faire et ce qu'on a commencé à faire et qu'on souhaite poursuivre, c'est d'essayer de vraiment combler tous les besoins dans toutes les thématiques. Comme on a pu le faire récemment, par exemple, à Natiana, au Mali, où le but, c'était vraiment de mettre en place un projet où les besoins de tout le village étaient vraiment comblés. Donc, que ce soit dans le domaine de l'eau avec un château d'eau, de l'éducation avec une école, de la santé avec une clinique, et dans le domaine des moyens de subsistance en faisant un jardin agricole d'1 hectare. Grâce à ça, on a vraiment pu combler tous les besoins entièrement du village, et de cette façon-là aussi, ils peuvent être autosuffisants. D'accord, vous appelez ça un village modèle, c'est ça ? Un village modèle, ouais. On appelle ça un village modèle. Ouais. Mais ça part quand même de l'eau, en fait. Le point de départ, c'est que si la question de l'eau n'est pas résolue, on ne peut pas passer à l'étape d'après, en fait. C'est vrai que l'étape de l'eau, elle est importante. Après, forcément, c'est un des plus grands besoins.
mais après c'est pas forcément le seul. Et c'est vrai qu'on aimerait vraiment se concentrer plus sur les projets de moyenne subsistance, parce que grâce à ces projets-là, qui incluent pour la plupart l'eau, si je parle par exemple du jardin agricole, le jardin agricole c'est donc c'est les terres, donc faire en sorte de semer des graines, c'est forcément pour ça on a besoin d'eau, donc on a aussi des puits avec des points d'eau qui sont accolés, et on a aussi le fait que la personne, donc le bénéficiaire peut donc semer donc les fruits ou légumes dont il a besoin, et par la suite les vendre ou les consommer. Donc en faisant ça, vraiment on peut le rendre vraiment autosuffisant. On est de plus en plus on va dire attentif en France avec les sécheresses qui sont de plus en plus nombreuses, certaines régions qui depuis un an manquent d'eau. Donc on voit ce que c'est finalement, de se poser la question de l'eau au quotidien. Ah oui, on prend des douches beaucoup plus courtes, je pense maintenant. Ouais. Alors vous avez compris, plusieurs possibilités pour vous d'intervenir, de donner, d'agir. Les pompes à eau, les puits profonds, les puits communautaires. Exactement. Comment on fait pour vous rejoindre ? Eh bien, j'ai envie de dire le site internet avec muslimhands.fr. C'est le moyen le plus concret. Donc effectivement, on peut donner directement sur le. Voilà. Ouais, sur le site muslimhands.fr, il y a vraiment tous les accès qui sont donc avec tous les puits que vous pourrez trouver, donc pompe à eau, puits plus des arbres, puits profonds, puits communautaires, également le fonds eau pour ceux qui le souhaitent, donc ils veulent donner un budget qui est différent. Et si des personnes ont un budget qui est très supérieurs et qui veulent faire un projet spécifique, ils peuvent toujours aussi nous contacter par téléphone ou bien par email. Voilà, donc voilà, on parlait de château d'eau tout à l'heure, mais effectivement, si vous avez un budget important, vous pouvez investir. Exactement. Bien. Alors, c'est important de creuser les puits, mais vous avez aussi un programme de formation pour apprendre aux communautés à utiliser l'eau en toute sécurité. Oui, exactement. Parce que ça s'entretient, puis il suffit pas de le creuser. Exactement, ça s'entretient et en même temps, l'équipe de terrain ne peut pas toujours être présente. C'est pour ça que lorsque le puits est finalement inauguré, notre équipe terrain en fait sélectionne des villageois. Donc ils forment une sorte de comité. Donc ce comité sera chargé de surveiller, de faire en sorte de gérer la maintenance du puits. Donc à partir du moment où le puits est construit, donc ça devient leur charge en tant que village. Et du coup, c'est à eux de parvenir à gérer tous les soucis qui peuvent être liés au puits. Abderrahim Bihi, invité, on parle de solidarité et c'est le mois de la générosité. Exactement. À très vite.